Les amis, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pépinière. Aujourd'hui, comme vous le savez, on revient sur la Coupe du Monde et on va aujourd'hui s'intéresser aux vainqueurs avec deux amis hispanophiles qui vont se présenter aujourd'hui. Tariq Benbou, Tariq, comment vas-tu ? Très bien, à défaut d'être hispanophone, je suis hispanophile et ça me va très bien. Très content de pouvoir parler de la plus grande sélection du 21e siècle. Je pense que je m'avance pas trop en disant ça. Tu parles pas espagnol ? Comme un singe. Tu te mets quoi en niveau B1 ? Ouais, B1 max, hein, je pense. Je comprends mieux que je le parle, bon, je pense comme la plupart des langues, mais c'est assez faible, hein, très faible même. Omar, t'es meilleur ou pareil ou un peu moins bien ? Alors en fait, hola a todos. Toi qui étais en Espagne récemment. C'est vrai. Mais en fait, moi, pour la petite histoire, je pense que vous le savez, mais les auditeurs le savent pas, j'ai jamais appris l'espagnol, j'ai fait italien, moi. Quelle drôle d'idée. En LV2. Donc l'espagnol est une langue que j'ai appris sur le tard et notamment en regardant les matchs de foot. Même au collège. Le vocabulaire foot. Au collège, t'avais italien ? Bah oui. Ouais, à France Bloch Sarrazin, on salue d'ailleurs une prof que vous connaissez puisque c'était la maman de Victor et Pierre Gaba. Ah bah on embrasse très fort la maman de Victor et Pierre Gaba et leur maman. Ouais. On la salue. C'est ça qui était produit là. C'était ma prof de français, hein, prof de français et italien. On l'embrasse très fort. Ouais, voilà. Donc et t'as un niveau, voilà. T'as quoi comme niveau en italien ? Très très faible. A2. Non parlo bene l'italiano. Oui, l'italien en vrai, tu mélanges le français, l'espagnol et ça roule. Ouais, mais c'est plus proche du français. Quand l'italien il te parle et qu'il te parle un peu vite, faut comprendre. Moi, j'avais été en Sicile. Franchement, je mélangeais même à Rome, et je mélangeais le français et l'espagnol, et ça roulait nickel. Parce que les gens font l'effort d'essayer de comprendre. Mais... Les mecs, j'étais bronzé un peu comme eux, donc en plus génial. Ils me considéraient comme l'un des leurs. Je sais pas pourquoi ils sont racistes les Siciliens. En vrai, genre ils ont des têtes d'arabes. Il y a rien qui les sépare. Dans le sud, c'est un peu différent. Mais tu sais que si tu vas par exemple à Naples, ton italien ne servira à rien parce qu'ils ne parlent pas italien. Donc la première fois que je suis en Italie, je suis à Naples et je suis arrivé avec mon petit vocabulaire. Bah, je peux te dire que ils me regardaient les gars. Mais ils ont tous leur langue locale. Il fallait parler en anglais. C'est vrai. Ouais, mais ils ont tous leur langue locale qui sont encore très présentes en Italie. C'est vrai que c'est un pays qui est très très jeune, donc ils ont des cultures locales qui sont très très marquées. Puis encore. Ils y tiennent, comme les Espagnols, hein, ils y tiennent. Bon, c'est vrai. Mais beau pays. Très beau pays. Beau pays, ouais. Moins bonne équipe de foot, mais beau pays. Je sais pas si un jour on fera un podcast sur le foot italien, mais ça serait intéressant. On aurait des choses à dire. Enfin, super enquête dans SoFoot d'ailleurs, là récemment, qui est sorti sur le foot italien. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de l'Espagne et du foot espagnol. Bon, l'Espagne qui a triomphé dans cette Coupe du Monde en étant la meilleure équipe de très très loin. Donc l'idée aujourd'hui, c'est faire un peu un focus sur cette équipe, qui ils sont, pourquoi ils gagnent, comment ils ont gagné, et puis après donner chacun notre avis sur le jeu produit. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un veut commencer pour nous donner son sentiment sur cette équipe ? Moi, je pense qu'on aura son mot de le même, mais un peu approfondir. Non, mais je vais prendre la parole. Mais c'est une sélection qui, au fait, a beaucoup de continuité dans son style de jeu. À défaut d'en avoir forcément dans les résultats, parce qu'il y a eu des Coupes du Monde assez décevantes ces dernières années, mais dernières éditions. Après, là, il y a 4 ans, ils tombent contre une équipe injouable, faut le dire. Donc c'est normal qu'ils aient perdu. Faut le dire, c'était qui ? Tariq, dis aux gens. Je pense que tout le monde sait normalement, mais c'est le très 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 grand Maroc, avec tous les joueurs. Hein, parce qu'après, en demi-finale, il y avait des blessés, sinon ça aurait été une autre salade, mais bon. Ouais. Avec des si on refait le monde. Mais Boufal contre Llorente, il lui a fait vivre un enfer. Il lui a tout fait. D'ailleurs, c'est il y a pas longtemps, Porro qui en a parlé. Il disait en championnat, il avait rencontré Boufal, il a dit, il m'a tout fait. Le journaliste. Ouais. Lui a dit tout, il dit tout. Et donc, tout le monde le sait. Mais donc, et la continuité du jeu espagnol, c'est un jeu basé sur la technicité, le jeu en triangle, le mouvement. Je pense qu'on en reparlera un peu, mais l'Espagne, c'est vraiment l'équipe du mouvement aussi. Et la capacité, au fait, d'incorporer, on a l'impression de n'importe quel joueur. T'as l'impression qu'il n'importe quel joueur, et je dis pas qu'ils sont nuls, hein, mais c'est pas forcément les tops à leur monde, à leur poste et tout. Ils s'incorporent parfaitement tellement le collectif est fort, tellement le mode de jeu le style de jeu est maîtrisé. Et franchement, c'est vraiment impressionnant de ce point de vue-là. Donc voilà, ce que je voulais dire en préambule sur l'équipe d'Espagne. Quand je parle de continuité, moi je suis d'accord avec toi sur l'idée que c'est un jeu basé sur la technique, mais quand même, l'Espagne était à l'origine de la révolution du foot dans les années 2010,
fin 2000, début 2010, mais ils ont quand même su s'adapter parce qu'à un moment leur football ne marchait plus, enfin leur succession, c'est un foot qui est un peu devenu une caricature de lui-même à un moment où en fait ça marchait plus, ils arrivaient plus à tenir face au pressing des gens, ça marchait un peu moins, et ils ont su là se renouveler sur un jeu un peu plus direct. Mais ils avaient perdu du mouvement. Parce que quand tu regardes même 2008 et tout, t'as beaucoup de joueurs de mouvement. Torres, c'est quelqu'un qui prend la profondeur. Il y avait Villa Torres et tout. Il y avait du mouvement. Et à partir de 2010, 2012, ils commencent déjà à avoir de moins en moins. Ça devient un peu une caricature parce parfois. qu'il y a plus de mouvement. Et Barça a eu le même problème. Hein. Il y avait plus de mouvement. Il y avait plus que Messi, quoi. Et après, donc ça faisait une équipe qui ronronnait tout le temps. Et ils ont retrouvé du mouvement. À l'Euro, c'était encore mieux, dernier Euro, mais ils avaient retrouvé du mouvement et de l'entrain. Et ça leur a fait beaucoup de bien. Mais les idées de jeu étaient les mêmes, je trouve, globalement. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Omar, sur les arguments développés par Tarek? Bah, je suis d'accord avec Tarek. De toute façon, on partage sur le foot espagnol beaucoup d'opinions communes. Effectivement, il y a un point assez intéressant que Tarek vient de soulever, c'est la différence entre 2024 et 2026, et qui illustre aussi ce que tu as dit toi, savoir que que les joueurs peuvent s'incorporer très facilement dans ce groupe. Puisque en 2024 pardon, tu as Yamal en forme et Nico Williams sur les ailes. Tu as Dani Olmo qui est remplaçant à cette époque-là, et après je vais pas parler de la défense forcément, mais t'as pas les mêmes latéraux. Et en fait, là, t'as remplacé ces gars-là par d'autres joueurs qui, comme si de rien n'était. Williams c'est pas là, t'as Baena qui fait le travail. Alors c'est moins explosif, effectivement, c'est une équipe un peu moins explosive, peut-être un peu plus proche justement d'une équipe du début des années 2010 plutôt que de l'équipe de 2008, avec moins de profondeur, moins d'explosivité, mais tout aussi forte. Et puis tu parlais aussi, Tariq, du jeu en triangle, du mouvement. Et je me permets également d'ajouter un petit point supplémentaire qui est le pressing et la vitesse de récupération du ballon. Quelque chose que nous on se délecte aussi avec le Barça de Flick, qui récupère la balle très très haut, très très vite, et qui avait aussi été la grosse marque de fabrique de l'Espagne, des grands Espagnols. Maintenant on peut parler de la première grande génération, puisqu'il y en a une deuxième qui était également experte dans cet art-là, et qui a permis aussi à l'Espagne de broyer, je pense, tous ses opposants durant, ça fait un peu politique comme terme, tous ses adversaires durant cette Coupe du Monde, parce qu'au final il y en a aucun qui a respiré, et paradoxalement il y en a un qui n'a pas perdu, c'est le Cap-Vert. Mais à quel prix? Qu'il a fallu, parce qu'ils je pense qu'ils ont quand même bien souffert, les pauvres. Ouais, mais autant avant, si tu prends la première génération dorée du foot espagnol, ils avaient des top 3 joueurs, ou des top 5 joueurs à quasiment tous les postes, enfin à part un ou deux postes, les latéraux, ils ont des top joueurs littéralement partout. Et ils avaient Ramos latéral droit. Hein. Ouais, mais après ils ont eu Arbeloa, après ils ont eu Alba de l'autre côté, donc après c'était ça. Mais comment ça se fait, enfin, pour vous aujourd'hui, qu'on prend l'équipe? On prend l'équipe, t'as le goal de Bilbao, t'as un central de Bilbao, t'as l'arrière de Tottenham, devant t'as l'attaquant de la Real Sociedad, t'as le remplaçant de l'Atlético Madrid, t'as l'ailier de Bilbao qui rentre. Enfin, les gars, quand même, on est sur une équipe, quand tu prends sur le papier l'équipe de France poste par poste et l'équipe d'Espagne, enfin quand même, il y a pas derrière un monde, mais quand tu prends enfin, vous pensez pas? C'est quand même dingue, non? Je pense qu'ils profitent aussi d'une chose. L'Allemagne avait la même chose, c'est qu'ils ont un club locomotive. C'est-à-dire qu'il y a énormément de joueurs du Barça. Et c'était pareil en 2010 d'ailleurs. Oui, je crois qu'il y en avait quasiment 8 dans les titulaires en 2010, un truc comme ça. Je n'ai pas fait les comptes, mais... Non, si, ça doit faire 7. Il y avait Villa qui venait de signer. Non, il y avait Pedro, il y avait Villa qui venait de signer, il y avait Iniesta, il y avait Xavi, il y avait Busquets, il y avait Puyol, il y avait Piqué. Ouais, 7 dans le 11. Donc et là, c'est pas à ce point, mais tu vois, t'as Koubarsi, t'as Olmo, t'as Pedri qui est sorti du 11, t'as Yamal, t'as quand même une belle ossature Barça, et même chez les remplaçants. Même sur le banc, ouais. Et je pense que ça joue aussi dans le collectif, parce que c'est quand même un énorme avantage qu'avait aussi l'Allemagne avant. C'est-à-dire t'as la moitié quasiment de ta sélection, ils jouent déjà en club ensemble. Ou l'Italie avec la Juve, dans les grandes années de la Juve, que ce soit à l'époque il y avait des Italiens et la Juve, ouais. En 2006, tu prends même dans les années 80-70, t'as quasiment que des joueurs de la Juve, puis même 2021, quand ils gagnent, t'as une ossature défensive de la Juve, donc non, en effet.
Même France 98, il y a une petite ossature Olympique de Marseille 93. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai quand ça a été le joueur du Real qui dominait la sélection, la sélection n'a jamais été loin. Enfin, quand on pense aux années 2000, quand t'avais Raoul, Elguera, Hierro, ça a toujours été poussif. Bah oui. Nabil, pose-toi les bonnes questions. Non, mais il y a un choix qui est derrière. Après, bon, on sait que l'identité locale, enfin, je sais qu'après, on l'a toujours dit, le Barça a une identité de jeu extrêmement forte que le Real n'a pas. Enfin, on a beau dire ce qu'on veut, mais le Real n'a pas une identité de jeu extrêmement marquée. Et je pense que l'identité de jeu du Barça qui ruisselle sur la sélection fait que, en fait, ça marche. Ça aide, ouais. Mais ça marche, mais avec des joueurs, enfin, moi je le répète, des joueurs. Et le pire, c'est que je me rappelle en 2024, en finale, Rodri sort blessé, Zubimendi rentre, on voit pas la différence. Oui. Non, mais c'est on parle de Rodri qui fait Ballon d'Or cette année, donc. Et puis qui est trop fort sur cette Coupe du Monde également. Qui est trop fort sur le meilleur joueur de la Coupe du Monde et tout. Ouais. Omar, qu'est-ce que t'en penses, toi? Comment t'expliques que des joueurs aussi, pas dire moyens, mais que des joueurs qui sont pas forcément dans le gratin mondial arrivent à dominer autant? De seconde zone, bah en fait il y a une analogie qui peut être très très simple à faire avec le PSG. C'est-à-dire que tu as aussi tout un projet derrière qui tient la route. L'Espagne aujourd'hui, c'est une vingtaine de joueurs qui tirent tous dans le même sens, avec un projet fédéral, un projet de jeunes, un projet de jeu, un entraîneur qui les connaît depuis le berceau. Donc c'est vrai que nous, on a eu ça en France avec Domenech, mais bon, Domenech n'était pas un entraîneur, mais là, Luis de la Fuente, je pense, est un très bon entraîneur, peut-être un très bon sélectionneur. On verra si un jour il prend une équipe, c'est un autre métier. Mais c'est aussi un état d'esprit, une politique, et c'est aussi quelque chose que tu peux retrouver un peu dans le sport espagnol en règle générale, c'est-à-dire que c'est un sport assez humble, le sport espagnol. Si tu regardes, il y a peu de grandes gueules. Il y en a forcément. Il y a peu de grandes stars aussi. Enfin, là, on a Yamal, mais mais c'est presque nouveau pour eux. Et c'est presque nouveau. C'est que le foot, en France, on a toujours eu des immenses stars. Mbappé là récemment, Zidane, Platini, Thierry Henry, etc. En Espagne, enfin, les joueurs. Ouais, ça se met pas en avant. Médiatiquement, ils sont pas dire anonymes, mais. Non, mais il y a un truc, par exemple, avec Tariq, on l'aime énormément, c'est Rafael Nadal. Rafael Nadal, c'est une légende du sport, au-delà du tennis. C'est un mec plutôt humble, et tu retrouves aussi un peu ça chez Alcaraz, pas un peu aujourd'hui. Et tu vois, chez les basketteurs, on en parlait, les Gasol, c'est pas des mecs, pourtant c'est des stars NBA, des gars. C'est pas des gens exubérants. Ouais, il y a aussi, je pense, une culture et un état d'esprit qui fait que, en fait, tu peux arriver à construire un groupe tout simplement, et quand tu as un groupe qui est clair, où tout le monde est va dans le même sens, tout simplement, tu fais des grandes choses. C'est aussi simple que ça. C'est ce qui a sûrement manqué un peu à l'équipe de France, même si c'était un groupe qui visiblement s'entendait bien. Mais je pense qu'il n'y avait pas la même, il n'y a pas la même philosophie sur le banc. Mais quand c'est quelque chose que tu travailles depuis une dizaine d'années, ça paye à un moment ou à un autre. Puis mine de rien, ça reste des très très bons joueurs. Non, c'est des très très bons joueurs, mais c'est pas des top joueurs la plupart. Après, je pense que le fait que ces joueurs soient pas des stars, si ce n'est Yamal. Et le truc, c'est au début de cette Coupe du Monde, ou avant la Coupe du Monde, quand Yamal s'est blessé, on disait merde, comment ils vont faire? Ils ont plus de dynamiseur. Et je me rappelle après le match contre le Cap-Vert, le premier match, ils font nul. Et Nico Williams aussi, Omar, t'as raison. Ils font nul, on dit il y a pas la malle, ça tâtonne, c'est un peu compliqué, etc. Ouais. Puis même nous on disait est-ce qu'ils vont aller aussi loin que ça, ils ont pas Yamal, etc. Ouais. Et Yamal il s'incorpore dans le collectif, il a pas fait une très bonne Coupe du Monde par rapport à son niveau standard. Et il a fait une Coupe du Monde, excuse-moi, à l'image de son équipe collective. Le mec il a été dans le collectif espagnol. Si tu regardes, Yamal il a pas de mauvais match. Il a pas de très bon match non plus. Non, il a pas brillé, mais en fait, le mec, il a. Portugal est très bon. Mais moi, les standards que j'ai pour Yamal, c'est pas cette Coupe du Monde, les gars. Moi, les standards que j'ai pour Yamal, c'est. On dit pas l'inverse, mais. N'oublie pas, comme tu l'as dit, il a pas joué pendant 8 semaines. Non, mais c'est ça. Non, mais après, c'est pas sa faute. Enfin, Yamal, il a plus rien à prouver par rapport à son niveau, mais. Il fait pas une très bonne Coupe du Monde, mais je trouve que c'est encore plus glorifiant pour l'Espagne. Ça veut dire que ton joueur star, ton joueur à qui tu passes la balle, le joueur normalement qui fait différence, parce qu'au Barça quand il galère, toute l'année depuis 2 ans, il donne à Yamal, il dit débrouille-toi. Là l'Espagne il dit ok, Yamal est pas là, c'est pas grave, on va se débrouiller. Yamal est un peu moins bon, on va se débrouiller. Et je trouve c'est encore plus glorifiant pour l'Espagne, moi. Enfin, c'est dingue quand même. Son retour a quand même fait du bien.
Évidemment, ça reste Yamal. Et même pour les défenses adverses. T'attires les défenseurs. Voilà, ça leur a fait quand même du bien et tout. Mais c'est sûr qu'il n'a pas été décisif. Voilà, il n'a pas porté la sélection sur ses épaules. Ça n'a pas été le joueur de l'Espagne. Si tu fais un top 5 de joueurs de l'Espagne, il n'est pas dedans. Bah, il est haut quand même. Il y aura Koubarsi devant. Moi, je mets Rodri, Koubarsi, Dani Olmo. Oyarzabal qui met 5 buts sur la compète. Cucurella. Ouais, les latéraux aussi. Je trouve qu'il y a des joueurs. Après, moi je dis ça. C'est pas contre Yamal, mais c'est quoi, ça en dit long. Enfin, à quel point l'Espagne est forte, à quel point l'Espagne n'est pas basée sur l'individualité. Alors d'ailleurs aussi, on parlait de pourquoi ils sont aussi forts, mais c'est Cucurella qui a mis une photo de lui tout jeune et tout. Mais après, quand tu regardes, ça fait longtemps en fait qu'ils jouent ensemble tous ces joueurs. Exactement. Et ça, exactement. Ça fait très longtemps en fait aussi. Oui. Et Tariq, je rebondis. Tu sais, tu parlais beaucoup de l'ossature Barça. Je suis pas trop d'accord avec toi à ce niveau-là, même s'il y en a beaucoup. Mais t'as aussi quand même deux mecs. Là, j'en ai deux en tête. Peut-être qu'il y en a plus qui sont formés au Barça. Cucurella et Grimaldo. Bien sûr. Donc il y a aussi cette philosophie et cette idée de jeu qui est très présente, même chez des joueurs qui n'ont pas de lien professionnel avec le Barça à l'heure actuelle. Les grosses compètes de l'Espagne, honnêtement, c'est une Espagne qui est très catalane, ça, franchement. Moi, là, ce qui est marrant, c'est qu'elle est très catalane, mais aussi très basque. Ouais, aussi. C'est ce qui est marrant quand on connaît un peu l'histoire de l'Espagne, la situation sociale sociétale de l'Espagne. Oui. C'est marrant de constater. Mais moi, je suis moins d'accord avec toi, Tariq, sur le fait que le Barça là ait une vraie empreinte sur la sélection. Je trouve que qu'au contraire, quand même. Même dans la philosophie, mais dans les joueurs, au final. Même dans la colonne. Enfin, moi, j'ai la sélection sous les yeux. T'as Koubarsi, je vais mettre Pedri aussi parce que c'est quand même, il est partie prenante de cette équipe, Dani Olmo, Lamine Yamal, enfin t'as quand même une espèce de colonne vertébrale qui est très très Barça. L'air gauche Cucurella qui a fait toutes les compètes, il est formé au Barça. T'as quand même une grosse empreinte. Mais c'est vrai que c'est moins qu'en 2010. Je te l'accorde. Non mais c'est beaucoup moins qu'en 2010. Non mais 2010 c'était un seul. Non mais 2010 c'est l'équipe, c'est l'équipe du. C'était pas une très très belle Espagne, mais c'était une Espagne dans le jeu barcelonaise. Enfin c'est une Espagne qui marquait pas beaucoup, c'est une Espagne qui contrôlait ses matchs. Parce que Torres est mort. Parce que Torres est mort aussi. Après, Villa fait une bonne compète, mais. Ouais, Villa est bon, mais il est tout seul. En attaque, il est tout seul. Mais c'est vrai que c'est une Espagne un peu qui domine, qui étouffe ses adversaires et qui parfois, là, sur cette Coupe du Monde, c'est pas trop le cas, mais qui a parfois rendu les matchs chiants. Mais là, ils étouffaient le milieu de terrain, en fait. C'est ça. Ça qui était impressionnant, c'est qu'à chaque fois qu'un joueur adverse récupérait le ballon, en finale, c'était pire encore, parce que les Argentins étaient un peu cramés, à mon avis. T'as l'impression qu'il y avait un Argentin, il y avait 10 Espagnols autour, quoi. C'était. Même l'équipe de France. Enfin, quand ils prenaient la balle au milieu, que ce soit Rabiot, Koné un peu plus tard, ou Tchouaméni. Enfin, c'est que Tchouaméni, ils l'ont chassé. Tchouaméni, en fait, la zone de Tchouaméni, il pouvait plus y être, parce qu'en fait, dès qu'il avait la balle, et c'est dingue à quel point, ils ont démoli la tactique de Deschamps. Ouais, et puis ça va pas, il faut rentrer Merino, il marque un but. Tu vois, Merino, il est bon, mais c'est pas la terreur, tu vois. Il y a pas de en vrai. Et les mecs sont bons, quoi. Mais justement, il y a pas trop de terreur. Moi, à part Yamal, je connais pas trop le foot, tu montes cette équipe. À part Yamal, je dis le reste ça va, genre. C'est sûr. Hein. Mais le milieu de terrain. Et je pense, on va en parler un peu, c'est que la domination au milieu de terrain de l'Espagne, c'est hallucinant. Vous t'en parlais Tariq du fait qu'ils se connaissent depuis longtemps. Moi là en fait Luis de la Fuente a gagné l'Euro au moins de 19 en 2015, l'Euro U19 en 2019, l'Euro senior en 2024 et la Coupe du Monde en 2026. Et les JO c'est pas lui? Les JO aussi c'est lui, mais il fait finale en JO. Enfin non, il gagne non. Non, il fait une finale de JO mais il gagne pas. C'est pas celle qu'ils ont gagné. Et il fait la Ligue des Nations 2023. Et là j'ai les équipes sous les yeux. Là je vois par exemple en 2015 on a au milieu de terrain, Mikel Merino, Rodri, Dani Ceballos, avec Marco Asensio devant et Borja Mayoral. Je vois 2019, au milieu de terrain, on a Fabian Ruiz, Dani Ceballos, devant Mikel Oyarzabal, et on a aussi Dani Olmo. Je vois l'Euro 2024, vous connaissez l'équipe, Rodri, Fabian Ruiz, Dani Olmo, Pedri, et là, vous connaissez. Enfin, c'est dingue que c'est des mecs qui sont là depuis plus de 10 ans, et qui gagnent, et ils écrasent depuis plus de 10 ans toutes les compètes. Ils ont une capacité à former des milieux de terrain de très haut niveau, l'Espagne, qui est absolument hors du commun. Puis là, ils avaient plus d'arrière centraux. En 2024, ils gagnent l'Euro avec 2 centraux français. Oui. C'est vrai. Et qui est pas à leur place en équipe de France. Hein. C'est ça, c'est des mecs, même aujourd'hui, ils seraient pas sélectionnés. Non. Ils seraient pas sélectionnés, et c'est-à-dire qu'ils ont un vivier qui est dingue, mais des postes un peu sinistrés, et ils font avec.
Nous, en France, il nous manque un latéral droit et on a l'impression qu'en fait l'équipe va s'effondrer. Enfin, c'est dingue. C'est que le milieu de terrain, j'ai l'impression, à haut niveau, a une telle influence sur le jeu qu'en fait, ça permet de faire briller des joueurs qui sinon couleraient, tu vois. C'est pas de masquer les défauts de certains joueurs et de faire briller leur qualité. Et l'Espagne, ils ont un milieu de terrain, c'est... Omar, j'avais une question pour toi. Je sais qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on dit que voilà, le foot technique est un peu mort, c'est le foot physique à haute intensité, etc. Est-ce que l'Espagne aujourd'hui, la victoire de l'Espagne, c'est pas la preuve que la technique est toujours plus importante que le physique dans le foot moderne? J'ai l'impression que soit tu lis dans mes pensées, soit que cette émission est préparée, parce que je voulais parler de la technique justement. On bosse un peu quand même avant. Ouais. Non, on l'a préparé, je peux vous dire, c'est plusieurs jours qu'on est dessus. J'ai oublié ta question. Est-ce qu'aujourd'hui, la victoire de l'Espagne, c'est pas la preuve que la technique est toujours plus importante que le physique dans le foot? Oui. Alors, plus importante que le physique, ouais, c'est quelque chose qui me fait toujours un peu sourire, parce que même en 2010, on l'entendait. Je peux te dire que les Xavi, Iniesta et tout, c'est des athlètes. Rodri, c'est un athlète. Dani Olmo, c'est un athlète. C'est des mecs qui sont très costauds. Par contre, ouais, effectivement, la technique, quand t'es joueur de foot, savoir manier le ballon, savoir faire les bonnes passes, savoir faire les bons contrôles. Je me rappelle Sofiane qui parlait des contrôles lors du dernier épisode de Dembélé. Oui, savoir faire le bon contrôle, c'est regarder le ballon dans le bon tempo, dans le bon rythme pour pouvoir ensuite enchaîner et créer et avoir le petit centième de seconde d'avance par rapport à ton adversaire. C'est à l'Espagne. Ils sont royaux là-dedans. Et puis en plus de ça, ils savent conserver le ballon, ce qui fait que toi tu cours. Donc oui, j'espère que cette victoire espagnole poussera une nouvelle fois nos formateurs à réfléchir et à se rediriger vers un football technique. Et je pense que l'Espagne est un des seuls pays qui a gardé, mine de rien, cette culture de technique. Tu vois, de la Liga, quoi qu'on en dise de la Liga, je pense que c'est le championnat le plus sympa à regarder techniquement. Donc c'est aussi peut-être la récompense. Effectivement, c'est peut-être aussi un pied de nez à un foot qu'on pense un petit peu du passé, tout en montrant que oui, que technique et physique ne s'opposent pas et peuvent très bien aller l'un avec l'autre, parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui jouent en Angleterre, un championnat qui est quand même réputé pour son exigence physique. Puis après, ce qui est dingue aussi, c'est que, on le disait en début d'épisode, c'est que l'Espagne est passée d'un jeu un peu plan-plan. Moi, je me rappelle de matchs de l'Espagne, notamment contre le Maroc en 2002, où ils font un match à plus de 1000 passes. Ce qui paraît dingue. À un jeu aujourd'hui en 2024, surtout beaucoup plus direct. En fait, ils ont des ailiers qui courent vite, il est lent, ça va provoquer, ça va dribbler, etc. Et je trouve que l'Espagne aujourd'hui a su s'adapter. C'est pas l'Espagne d'il y a longtemps, et c'est l'Espagne qui a su s'adapter. Je pense aussi qu'il y a quelque chose d'important aussi à dire, c'est que, parce que le Barça a eu la même évolution à une époque. C'est ça, vers 2015, un peu après. Si des gens regardent la Manita, et le nombre de ballons ratés, de passes ratées et tout, pour essayer de jouer dans l'eau du Real, c'est énorme. Juste, en fait, c'est qu'à l'époque, ils sont sûrs de la récupérer vite. Et l'Espagne, maintenant, c'est pareil. Mais ils ont pas peur de perdre le ballon, ils se disent, de toute façon, on va le récupérer vite. Alors que je pense qu'à un moment, ils se disaient, si je le perds, je vais avoir du mal à le récupérer. Et donc ça a fait ce côté-là où il s'est dit vaut mieux la garder, on va les faire courir et on va attendre. Puis ça rendait le match un peu chiant, et puis après c'est devenu un peu une caricature du jeu de possession. Et d'où la critique qu'il y avait sur l'Espagne dite technique, mais bon, on disait oui, ils sont techniques, mais à un moment ils avancent pas. Et c'est pour ça que Guardiola parfois il suivait des critiques qui disaient que voilà, c'était un entraîneur qui était chiant, etc. Alors que Guardiola lui se défendait en disant qu'en fait pour lui le meilleur moyen d'avancer et d'aller au but c'était ça. Et en fait je pense que les gens ont un peu dévoyé le jeu de Guardiola. Il était aussi caricaturé, mais aussi les adversaires. Alors de Guardiola, c'était triple bus devant le but. Il y a ça aussi. Quand t'as pas d'espace, on disait Mahrez il dribble plus. Mais tu veux qu'il dribble comment? Il y a 3 joueurs devant lui. C'est ça aussi, ouais. Et les gens oublient ça souvent. Non, pardon. L'Espagne, c'est aussi manger beaucoup de critiques. Pour moi, je les ai très souvent trouvées infondées, parce que en fait, j'ai beaucoup aimé cette phrase de Tuchel pendant la Coupe du Monde. C'est pour faire un beau tango, il faut être 2. Donc pour faire un beau match, il faut être 2. Et Tuchel aurait dû écouter sa phrase et l'appliquer à ses matchs. Ça aurait été peut-être un peu mieux. Il y a un de ces joueurs qui était pas d'accord. Mais j'ai perdu le fil. Mais du coup, oui, en fait, les matchs de l'Espagne étaient chiants aussi, parce qu'en fait, il y avait une équipe qui avait le ballon, qui tentait quelque chose, qui essayait d'aller marquer, qui essayait d'être acteur du match, alors que l'autre
Elle était en défense et qu'elle attendait de piquer en contre. Et c'est vrai que le match était chiant. Mais moi, je défendrais toujours l'équipe qui ose plutôt que celle qui attend lamentablement le contre. Ou c'est pour ça que je défends régulièrement l'Espagne. Et juste pour revenir un peu à ta première question, Tariq, tu parlais du sens de la récupération. Et cette récupération, elle nécessite aussi justement une exigence physique, un niveau physique qui est extrêmement élevé. Et il faut pas sous-estimer les capacités de cette équipe qui est aussi très très forte à ce niveau-là et qui aussi correspond aux critères d'aujourd'hui, du foot d'aujourd'hui, avec cette intensité qui est de plus en plus présente. Ce que je voulais quand même ajouter, c'est que souvent on oppose au fait technique et physique, mais en fait l'Espagne a du physique, c'est une équipe qui a des grosses qualités physiques, mais au service de la technique. C'est-à-dire que c'est pas forcément énormément de courses à haute intensité, parce que c'est ça maintenant le truc en fait. C'est le nombre de sprints par match et tout, mais c'est une équipe qui est tout le temps en mouvement. Et c'est aussi pour ça qu'ils étouffent le mec, ils sont tout le temps, t'as l'impression, en tout cas sur cette Coupe du Monde, en supériorité numérique dans les zones où il y a le ballon. Et cette capacité à tout le temps se déplacer, j'ai pas regardé les kilomètres, mais ils ont dû en faire pas mal, hein. C'est assez impressionnant. Alors effectivement, t'as pas des mecs qui vont partir de 50 mètres, faire une course. J'ai vu pendant la stat là, des joueurs les plus rapides, t'avais Mbappé, après t'avais des mecs, je sais même pas qui c'était. T'avais un Suédois, là, je sais pas, il sortait en deuxième. Ouais, il courait à 37 km/h, mais en fait, l'Espagne, certes, c'est pas les joueurs les plus rapides, mais ils courent. Et ils courent beaucoup, ils sont tout le temps en mouvement. Mais c'est au service de la technique. C'est-à-dire pour se démarquer, faire des jeux en triangle, tu vois, doublement de passes, etc., etc. Bon, les gars, on va parler Legacy. On va parler Legacy. Aujourd'hui, l'Espagne, bon, si on fait le palmarès sur le 21e siècle, c'est 1 euro en 2008, une Coupe du Monde en 2010, 1 euro en 2012, une Ligue des Nations en 2023, 1 euro en 2024, une Coupe du Monde en 2026. Bon, je parle pas des clubs parce que voilà, c'est important, mais on en parlera pas, on parle que de sélection. Aujourd'hui, on la place dans la hiérarchie, enfin historiquement, par rapport à des équipes comme la France ou l'Argentine qui sont aussi peut-être les deuxième ou troisième meilleurs au 21e siècle. Qu'est-ce qu'on en fait de l'Espagne? Parce qu'à la France, on sait quand même, la France depuis 98, c'est une finale de Coupe du Monde, c'est une autre finale de Coupe du Monde, c'est deux victoires en Coupe du Monde, c'est une finale d'Euro. 1 euro aussi gagné. 1 euro aussi gagné. Vous, là, enfin, en termes de hiérarchie, vous le placez où, l'Espagne? Du 21e siècle? Sur le 21e siècle, all time après. All time? All time, on pourra en parler après, mais. Pour moi, au 20e siècle, c'est la meilleure de loin. Déjà, l'enchaînement Euro, Coupe du Monde, Euro, gagné, hein, ça a été jamais fait. Les seuls qui se sont approchés, c'était l'Allemagne de Beckenbauer et Gerd Müller. 72 et 74. 76, ouais. Voilà, c'est du jamais vu. Donc déjà, rien que ça, ça les met tout en haut. Refaire Euro, Coupe du Monde d'affilée, tu vois, une décennie plus tard, enfin un peu plus d'une décennie après, c'est exceptionnel. Même la France, qu'on considère comme le meilleur effectif avec 3 ou 4 équipes, blablabla, ne s'en est jamais approché. Jamais. Que, suite à la Coupe du Monde, ça s'est cassé la gueule contre la Suisse. Et puis ensuite, bon, tu gagnes pas de trophée, donc tu t'en es loin. Moi, je rejoins Tariq, je la mets très très haut. Je mets l'Argentine aussi, la Scaloneta. Oui. Je la mets très très haut aussi parce que c'est une Copa América, une Coupe du Monde, une Copa América, une finale de Coupe du Monde. Et en 76, c'est la Tchécoslovaquie qui gagne, Tariq. Hein? En 76, c'est pas l'Allemagne. Oui, mais ils font finale. Ouais, ils font finale. Oui, mais ils gagnent avant. Ils gagnent l'Euro 72 et la Coupe du Monde 74. Mais ils perdent en finale, c'est ça que je voulais dire, moi. Oui, ok. Ils n'avaient pas réussi, c'est ceux qui s'en sont approchés. Ouais. Mais c'est là où Panenka a inventé la Panenka en finale de l'Euro 76. C'est le moment historique pour nos amis, pour nos auditeurs. Deux têtes, les amis, deux têtes. Mais Omar a parfaitement raison. Sur le 21e siècle, et donc juste en Europe, pour moi, personne ne s'approche de l'Espagne au 21e siècle. Sur l'histoire du Angleterre, je pense. Non. Provocation, là. Non. Il y a Sofiane qui vient de se réveiller de sa sieste, là. Par la fenêtre, là. Et pourtant, on aussi. Ça sonne chez toi, Nabil, là. Je vois que ça essaie de rentrer. Non, mais, et même dans le monde, il y a aucune sélection qui s'approche de l'Espagne au 21e siècle. Pour moi, les deuxièmes, c'est la France. Enfin, en termes de, en termes de trophées, non. En termes de longévité, enfin, sur là, 25 ans, la France, enfin, au moins de 98, allez. 98? Ouais. Enfin, pour moi, 2002, c'est cataclysmique. 2006, ils vont en finale. 2018, c'est cataclysmique. Après, ils arrivent. 2014, c'est correct. C'est correct. 2016, ils font finale d'Euro. Après, ils gagnent. Après, Mais
Tu vois, après, il y a l'échec Euro, il y a une finale. En termes de moments marquants, en termes de joueurs, en termes de trucs, moi je mets la France quand même devant. Devant quoi? Devant l'Argentine. Non, je mets l'Espagne première. C'est vrai, c'est que l'Espagne, il y a les titres, il y a les joueurs, il y a l'influence. Mais attends, l'Argentine aussi, il y a les joueurs. L'Argentine, il y a combien? Il y a 2 joueurs en Argentine. L'Allemagne dans les années 2010, c'est extrêmement fort aussi. L'Allemagne, c'était quelque chose. Après, c'est que la chute est vertigineuse de l'Allemagne. Je pense qu'en fait, on est, comme depuis 2018, c'est vertigineux. En fait, moi, j'ai du mal à les mettre dedans, honnêtement. Non, mais après tu peux aussi. Ils font un bon Euro 2024, l'Allemagne, on l'oublie un peu. Même 2016. 2016 aussi. Ils sont énormes. 2016. Après, dans les années 2010, ils sont très forts. C'est juste qu'en phase 2, ils ont une génération de timbrés, à savoir les Espagnols, quoi. Ouais, parce qu'ils font finale d'Euro, ils perdent contre l'Espagne. Ils font demi-finale Coupe du Monde, ils perdent contre l'Espagne. Et l'Euro 2012, ils perdent en demi contre l'Italie. Oui, et puis ils perdent contre la France en 2016. En 2016, c'est contre le cours du jeu total. Oui. Ils gagnent la Coupe du Monde entre temps. Non, mais l'Allemagne, pour moi, c'est que la chute est tellement vertigineuse. Après, la France a eu un gros trou d'air, mais moi, je me dis l'Allemagne, en vrai, c'est tellement vertigineux. Et puis chaque Euro, c'est pitoyable. La France, chaque Euro. Bah, à part 2016, l'Euro, c'est bon. Le dernier Euro, là, le seul but dans le jeu, c'était contre l'Espagne, c'est tout. Et on perd. C'est Colomboigny, ouais. Et on perd pas un but dans le jeu. 4 ans avant, c'est catastrophique aussi. Après, on va faire le bilan de la France. Ça va être aussi le bilan de Deschamps. Bon, ça, un prochain épisode qui va sortir, on va accueillir des gens. Mais pour moi, la France, bon, après, vous pouvez donner votre avis sur la France, mais voilà, la France, il y a quand même et des joueurs marquants. Mais l'Argentine aussi, je trouve. Et des gens. Voilà, la France, tu mets qu'en Argentine, t'as genre Messi, Di Maria, Riquelme, tu descends plus Batistuta. C'était un truc, Batistuta. Ouais, s'il n'est pas choisi de s'entrer à Fiorentina, ça serait une légende. Tevez. L'Argentine, Higuaín. C'est des joueurs qui en sélection n'ont pas forcément hyper performé. Ça c'est autre chose. Mais la France, tu parlais des stars. Moi, je pensais aussi Benzema, mais sinon, on rêve Benzema. Bon, après, t'as Mbappé, Thierry Henry, avant Zidane. Enfin, t'as quand même des joueurs Pogba, Varane plus bas. Enfin, c'est des joueurs que l'Argentine n'a pas. Pogba, c'est même pas Redondo ou Cambiaso. Non, mais en sélection, c'est plus que Redondo ou Cambiaso. Il a gagné. Oui. Pogba, il a 1 ou 2 tournois qu'ont jamais fait quasiment aucun milieu argentin dans l'histoire. Oui, non, c'est vrai. Enfin, moi je dis après bon, moi je pense que l'Espagne, en plus, ici, la victoire ici entérine vraiment. Je pense que sans la victoire cette année, on en parle, mais là, hors concours, c'est qu'en plus à chaque fois qu'ils ont gagné, c'est toujours mérité. C'est toujours la meilleure équipe. L'Espagne, ça a toujours été la meilleure équipe. Et l'Espagne, le truc qui est dingue, c'est que pour gagner, ils ont quand même besoin d'être les meilleurs. Ça me fait un peu penser au Barça. Le Barça, quand c'est pas les meilleurs, ils perdent. Et c'est vrai, le Real peuvent être pas les meilleurs. Et gagner. Enfin, après, ça en fait pas une plus grande équipe ou quoi, même si ça l'est, mais l'Espagne a besoin, de dominer, d'être les meilleurs sur tous les compartiments du jeu, etc. Et c'est quand même dingue. Il y a le jeu. Parce que le jeu est important. Et quand l'Espagne gagne, on dit, il y a personne qui dit, c'est pas mérité. Là, l'Espagne a gagné, tout le monde était content. On dit même que le football a gagné quand l'Espagne gagne. Et à la fin, on dit, genre en 2024, ils gagnent, on dit, c'est génial. Ce que tu dis, Tariq, quand on dit le football a gagné quand l'Espagne gagne, là je l'ai entendu parce que c'était l'Argentine en face et parce que l'Argentine a proposé aussi un match assez scandaleux. L'Euro aussi, je trouve. Je trouve que l'Espagne a quand même. Je trouve que l'Espagne à un moment, les gens commençaient à détester parce qu'ils étaient trop forts, où ils avaient dominé le jeu de manière un peu ennuyante des fois. On n'a jamais trop aimé l'Espagne. Ils ont toujours mis une raclée, même dans tous les sports aussi. Au basket, on les détestait. Mais je trouve qu'il y a quand même un truc où à chaque fois que l'Espagne a gagné, on a dit voilà, c'est les meilleurs. En 2008, l'Allemagne qui était fort, mais c'était quand même les meilleurs. 2010, c'est les meilleurs. 2012, c'est les meilleurs. Et à chaque fois, on dit l'Espagne gagne. On n'a rien à dire. Donc, non, pour moi, c'est la plus grande sélection du 21e siècle. Après, de l'histoire, je sais que ça ferait polémique, mais moi, je les mets devant l'Italie. L'Italie a une forme de longévité que. L'Italie, ils gagnent leur moitié de leur Coupe du Monde. Il y a la moitié des sélections qui viennent pas ou qui envoient leur équipe bis. Ou qui sont en arrêt et qui sont pleins d'Argentins aussi. Ils sont pas italiens, mais ça après c'est toute l'époque. Mais l'Italie, leur Coupe du Monde après la Seconde Guerre mondiale, c'est des hold-up à chaque fois. Mais au-delà de la l'Italie fait quand même des finales, gagne. Mais à chaque fois c'est. Je crois l'Espagne il faut une demi en 66, mais du coup l'Italie, ils sont quand même toujours, ils sont bien placés, ils sont sur la photo. L'Espagne, avant la génération dorée de 2000. C'est quand même une équipe de brutes. C'est une équipe de basque, c'est une équipe de brutes. Ils ont le mérite d'avoir changé. Non, ils ont le mérite, mais après, je suis d'accord, mais l'Italie, après, ça peut être. C'est un argument que j'entends. Allemagne-Brésil, c'est indiscutable. Moi, je mets Allemagne-Brésil. Peut-être je pense que si l'Allemagne gagne la Coupe du Monde en plus, je pense que l'Allemagne passe devant. Le Brésil ? Ouais, je pense. Non.
Non. Je pense qu'il y a une telle régularité. Non, je suis pas d'accord. Je sais pas. Pour moi, le Brésil, ils ont trop choqué ce sport. C'est pas possible. L'Allemagne est loin derrière. Même là, on pourrait reparler. On va pas faire ça. Mais chaque Coupe du Monde gagnée par l'Allemagne. 54, excessivement discutable. C'est pas la. Ouais, à chaque fois, tu prends c'est un vol. C'est littéralement. C'est un vol. Bon, on va pas faire une minute histoire pour nos amis, mais moi, l'Allemagne de 54 gagne contre la Hongrie, qui était genre 100 fois meilleure, avec des crampons, avec de la méthamphétamine dans les veines. Voilà. 74. C'est Beckenbauer qui dit regardez, il lui demande est-ce que vous êtes dopé, il dit il suffit de regarder mes cuisses pour avoir une réponse. Ils étaient tous dopés à l'époque. Ils étaient tous. Cruyff il s'envoyait des camels à la mi-temps, c'est pas le meilleur dopant. Gros. Avec le coup du journaliste avant la finale. Après c'est que si tu prends les victoires en sélection, il y a une chose, mais après genre c'est où tu le places dans les compétitions internationales. L'Allemagne sur quasiment 50 ans, c'est minimum demi, minimum finale, que ce soit en Euro, que ce soit en Coupe du Monde. Non, mais je te parle par rapport au Brésil. Par rapport au Brésil, non, après, le Brésil, déjà, c'est les plus grands joueurs de tous les temps, quasiment. C'est Brésil, je pense qu'il y a le Brésil, il y a un imaginaire qui s'écrit derrière le Brésil, qui n'y a pas derrière l'Allemagne. Mais même, les Coupes du Monde gagnées du Brésil, à part 94, elles sont exceptionnelles. Non, je suis d'accord. Après, moi, je pense que l'Allemagne a une forme de régularité que le Brésil n'a pas. Mais si, le Brésil, ils ont combien de finales en dehors? Ils ont 98. Ils ont 50, c'est tout. 50, ouais, c'est vrai. Après, les années 80, ils choquent. L'Allemagne fait 8 finales de Coupe du Monde. 8 finales, ils en gagnent 4, mais ils en font 8. C'est pas fou. Et tu comptes toutes les demi, 2006 demi, je sais plus les demi en tête, mais après 2002 ils font finale, mais ils doivent jamais faire finale en 2002, tu vois. À la fin ils sont là, hein. Nous quand on annule, on dit Platini, hein. À la fin c'est les Allemands qui gagnent. Ouais, c'est pas fou. Cette maxime n'est plus vérifiable. Mais... C'est vrai, mais c'est vrai. Quand tu regardes les joueurs qu'ils ont donnés au foot. Non, le Brésil, c'est imbattable. Brésil, en termes de marques laissées dans le foot, c'est imbattable. Mais c'est sûr que c'est les deux plus grandes sélections de tous les temps. Ouais. Et du coup, après, tu mets Argentine, Uruguay, France, Espagne. Ça joue entre les quatre. La France et l'Uruguay. Après, Uruguay, c'est trop vieux pour qu'on s'en rappelle. Uruguay, c'est vieux. J'ai adoré, moi, la génération 87 de l'Uruguay avec les Cavani, Suarez. Après, c'est que l'Uruguay, bon, après. Ils prennent une Copa América, hein. Si on remonte en histoire dans les années 20, 30, non, mais 50, oui, c'est fort. On va pas faire un cours d'histoire. L'Uruguay ne brille même pas sur la scène continentale, tu vois. Si l'Uruguay avait pris. C'est l'Uruguay qui prend le plus de coups. Tu sais, si l'Uruguay, par exemple, avait fait une Chili, par exemple, en prenant deux Copa América en même temps, dans les années 2010. Ouais, tu pourrais replacer un peu. Là, l'Uruguay, ça date un peu. L'Uruguay, ils ont plus de Copa que le Brésil, l'Uruguay, les gars. Hein. Possible. L'Uruguay, ils ont plus de Copa que le Brésil. Hein. Possible. Oui. M'étonnerait pas. Mais parce qu'il y a eu énormément de Copa à l'époque où ils étaient forts. Ouais, et puis il y en avait beaucoup plus à l'époque. C'est vrai qu'on prend l'histoire du foot, on prend l'histoire du foot. Mais après, si on prend l'histoire récente du foot, je pense que l'Espagne, c'est les meilleurs, c'est les plus grands en fait. Et même en termes, après, on va élargir au club, à la culture foot, Barça, Real, Atlético, etc. Là, c'est fini. Hein. Bon, les gars, peut-être ajouter un petit mot de la fin pour finir. Le petit mot de la fin, Omar. Non, juste pour parler de Copa América, l'Uruguay en fait a été dépassé par l'Argentine. Ouais. Récemment là. 16, l'Uruguay 15. Et le Brésil en a 9. Ouais. Le Brésil, sur la scène continentale, le Brésil n'a pas été aussi dominant que l'Argentine ou l'Uruguay. Mais juste Nabil, tu parlais tout à l'heure, tu dis on parle pas des clubs, mais effectivement, je vais juste faire 30 secondes sur les clubs parce qu'en fait les clubs espagnols c'est aussi vachement important parce que en fait tu vois aussi les résultats qu'ils ont, même dans des clubs secondaires. C'est-à-dire que tu vois malgré tout les Copas et tout, elles sont pas forcément gagnées que par le Barça. Cette année c'est la Real Sociedad qui a gagné. Bilbao est souvent en finale, donc c'est quand même des clubs qui sont importants et c'est aussi un foot qui s'exporte très bien puisqu'ils sont à l'étranger. Aussi bien les joueurs que les coachs parce que en fait aujourd'hui tu parlais de La Fuente. La finale de Coupe d'Europe de Ligue des Champions c'était Arteta ouais. Ligue des Champions c'était la Copa décidément j'ai le mot Copa sous les yeux pardon mais la Ligue Europa c'est Unai Emery. Alors Unai Emery c'est monsieur Ligue Europa mais c'est un Espagnol aussi et il y a une vraie culture aussi et du coaching du foot qui se répand aussi à l'étranger. Et de plus en plus parce que forcément le football espagnol de club a connu des crises. On en a parlé dans notre épisode spécial Liga. On va pas revenir dessus. Il a su se réinventer par la formation. Le Barça en est la meilleur exemple. Et il a aussi su s'exporter de manière qualitative. On va voir d'ailleurs il y a 2 autres entraîneurs qui sont dans des gros clubs désormais.
Andoni Iraola et Xabi Alonso qui, je le souhaite, même si je n'aime pas son club, brillera. Et peut-être que ça sera lui aussi un moteur aussi, parce que ces gens-là en fait permettent aussi au foot espagnol et à la sélection de se développer. Ouais. Donc à voir, c'est un football brillant. Et petite mention aussi à l'équipe féminine qui est championne du monde également. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est vrai, ça a remarqué. Et puis même en club, les clubs féminins espagnols, le Barça écrase tout. Champion du monde, non? Bon, les amis, champion d'Europe. Bon les amis, c'était bien, c'était un podcast très historique. Mais bon, je pense que ça fait du bien des fois de se plonger dans l'histoire. Belle. Et je vous le dis les gars, bon, on va clôturer ce podcast, mais n'oubliez pas les amis, comme d'habitude, cliquez sur l'ensemble de nos réseaux, Instagram, podcast. Comment dire en espagnol? Clica. Clica. Ah, il devait dire clic. Je sais pas comment ils disent. On va demander s'il y a un morsaille espagnol, on l'appellera pour vous demander comment ça marche. Mais voilà les amis, écoutez, je vous remercie pour ce podcast. C'était très très intéressant. J'espère que vous nous donnerez vous aussi votre avis sur l'Espagne et la plus grande sélection en ce moment selon vous. Et puis on revient vers vous très très vite avec de nouveaux épisodes. Et les amis, au revoir, bisous. Au revoir. Muchas gracias Nabil y hasta pronto. De nada, Omar.